Bienvenue à vous sur Média TV dans On se dit tout. C'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois, de vous retrouver pour deux belles thématiques. L'interview santé aujourd'hui sera avec le docteur Baha Rabea, le point avec elle sur les fruits secs, les dattes, les figues, les raisins secs, tout ce qui explose un petit peu sur notre table pendant le mois de Ramadan. Mais avant, une belle discussion avec deux spécialistes de l'auto-coaching. Les détails, c'est tout de suite et c'est sur Média TV bien sûr. Se sentir mieux, aller mieux, s'auto-coacher, s'auto-développer. Et si on pouvait devenir les coachs de soi-même, eh bien c'est ce que nous allons voir avec les spécialistes aujourd'hui. Une belle équipe avec moi, Amal Hihi, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup. Vous êtes coach professionnel certifié international et puis un ultra-marathonien et coach sportif. Tariq El-Mlih, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Alors, avant de commencer et avant de parler d'auto-coaching, ça veut dire quoi ultra-marathonien, Tariq El-Mlih, pour qu'on puisse comprendre qui vous êtes exactement? Une question pertinente. Le marathon, c'est 42 km. C'est à la base, c'est 40 km. C'est le Mont Marathon en Grèce, il y avait une guerre. Mais après, c'est passé à 42 dans les Jeux Olympiques. Et ultramarathonien, c'est toutes les distances qui dépassent 42 km. D'accord. Et par des circonstances, je suis le meilleur Marocain sur les 100 km, les 100 km de Millau. C'est la plus dure au monde. J'étais classé 21e mondial. D'accord. Sur 1692. C'est ça, ultramarathon, ça dépasse les 42. D'accord, ben on voit une photo de vous justement. Là, oui, c'était quand? Je monte, c'est à Tizi Trail, c'est une course internationale qui est dans la région de Ouarzazate, que je viens de gagner. Bravo. Cette année, en 2017. Cette photo, j'étais 4e, je pense en 2015, avec la persévérance et le travail. Maintenant, je suis l'auto-coaching. Et l'auto-coaching. Ben justement, c'est pour ça que vous êtes là avec nous. Amal Hihi, l'auto-coaching, c'est quoi pour vous? Vous qui êtes conférencière internationale, coach certifié international, c'est quoi l'auto-coaching pour un coach? Oui, alors l'auto-coaching vient en complément d'un coaching, je dirais, classique. C'est-à-dire que forcément, à un certain moment de notre vie, on a besoin de se dépasser, on a besoin peut-être d'aller chercher un nouveau potentiel, on a besoin de développer de nouvelles compétences et on peut faire appel à une personne tierce pour cet accompagnement-là, pour nous révéler. Mais le travail de coach s'arrête à un certain moment. Absolument. Et il faut qu'il s'arrête d'ailleurs. On n'est pas dans une dépendance. Il ne faut surtout pas alimenter cette dépendance. Et la personne, en fait, elle est livrée à elle-même. Elle est appelée à aller atteindre ses objectifs d'une manière continue. Et c'est ça l'auto-coaching, c'est là où intervient l'auto-coaching. L'auto-coaching, c'est comment je travaille sur moi-même, comment est-ce que je me prendre par la main pour aller chercher cet objectif au quotidien. C'est de l'automotivation? C'est un peu de l'automotivation. La motivation est entre autres un levier pour l'auto-coaching. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, on vit dans un environnement de plus en plus complexe. On vit dans un environnement où les causes de frustration sont multiples et qu'on peut rapidement être amené à laisser tomber un objectif parce que c'est trop compliqué, parce qu'il y a trop de contraintes, parce qu'on ne peut pas forcément y arriver. Et donc, cet auto-coaching, c'est comment je peux travailler sur moi-même d'une manière continue pour pouvoir rester dans une dynamique positive et surtout en donnant du sens à mon action. Parce que le sens, c'est quelque chose de très, très important. Il faut un objectif. Non seulement un objectif, mais il faut donner du sens à cet objectif. Le sens, c'est beaucoup plus grand que l'objectif. Le sens, c'est quelque chose qui est plus grand que nous. C'est le pourquoi ou le pour qui on a besoin, on a envie d'atteindre cet objectif-là. Et c'est ça qui va nous faire dépasser un petit peu nos limites. Et c'est ce qui va aussi nous pousser à aller chercher cette automotivation, c'est le sens. D'ailleurs, regardez bien, quand on dit, franchement, ça n'a pas de sens, quand on se dit ça, déjà, on n'a pas envie, on est démotivé. Donc le sens, c'est quelque chose qui revient de plus en plus aussi en entreprise, et essentiellement en entreprise, mais aussi dans nos vies, parce que ça replace nos actions dans quelque chose qui va nous porter, qui va nous amener à aller encore plus loin. Alors, Tariq El-Mlih, ça vous parle tout ça? Effectivement. En tant qu'ultra-marathonien? Je joins Madame Amel par rapport à ça et je dis l'auto-coaching, le coach, il te donne des outils, mais ce n'est pas le coach qui est sur la ring. Ce n'est pas le coach qui joue le match de tennis.
Parce que le coach, il va te donner des outils, il va t'accompagner, mais c'est à toi de jouer le jeu interne. C'est pas le coach qui court aussi. C'est pas le coach qui court. C'est pas le jeu interne, c'est le démon qui est à l'intérieur qui te dit arrête-toi, c'est 35 minutes, tu peux pas, c'est plus. C'est pas le coach qui va faire plus que 35 minutes. Pourquoi vous parlez de 35 minutes? Parce qu'on a eu une discussion juste avant. Il faudrait mettre les téléspectateurs peut-être dans le bain. On a eu une discussion sur 35 minutes parce que j'essaie de me mettre à la course, mais aujourd'hui mes limites sont 35 minutes. Moi, en tant que coach, je veux vous aider, je veux vous dire, moins que 45 minutes, vous ne brûlez pas de graisse. Vous brûlez que votre stock de glycogène. C'est-à-dire, vous brûlez que le sucre. Okay. Vous ne tapez pas dans les graisses. Ça, c'est une motivation pour vous. Et la motivation, c'est quoi? C'est un motif à votre action. D'accord. D'où le sens, en fait. C'est un motif qui te pousse. Maintenant, vous avez un motif, vous ne brûlez pas les graisses si vous ne dépassez pas la barrière de 45 minutes de course à pied. D'accord. Et maintenant, on est en Ramadan Moubarak Saïd pour tous les Marocains. Ramadan, on peut courir à jeun. Et tous nos téléspectateurs partout dans le monde, bien sûr. Oui, peuvent courir à jeun, mais à faible allure. Et ne faites pas des exercices qui sont très très forts et brusques pour le corps. Alors, merci pour le conseil. Peut-être qu'on terminera aussi par ça. Mais avant, Amal Hihi, justement, par rapport à l'auto-coaching, parlait de donner du sens à son action. Et vous, quand vous courez 100 km, quand vous vous inscrivez parmi le top 50 mondial, quel est le sens derrière? Une question, c'est la première fois que j'entends, mais quel est le sens? Il y a beaucoup de gens qui cherchent la cause à leur vie, la cause de leur malheur. Il ne faut pas chercher la cause, il faut chercher le sens. Je vais où? Qu'est-ce que je maîtrise? Moi, je maîtrise la course à pied un petit peu. Je cours bien, assez bien. Et ça, c'est le sens de ma vie. Ça fait partie de ma vie. Même la course, je dis avec mes amis, je dis c'est une course-thérapie. Ça fait partie, ça fait un sens à ma vie. Tarek, c'est la course à pied, c'est le management. Je suis un salarié, un coach manager. En même temps, ça fait partie de ma vie. Ça fait partie de mon bouquin, de mon livre. Oui. Et ça donne un sens à ma vie. Il y a des gens qui jouent de la musique, il y a des gens qui font du bouquin, il y a des gens journalistes. Moi, le sens de ma vie, c'est de courir, de partager la passion, de partager ce que je sais faire. Et je trouve que ça, c'est une leçon de leadership. C'est-à-dire tu te mets en avant pour partager, pour le sharing, le partage. Mais il y a de la douleur, en fait. Pourquoi je vous pose la question? Parce que justement, quand on court 100 km, et quand on a mal physiquement, parce que c'est pas, vous dites, ça fait partie de ma vie, d'accord, mais ça apporte de l'adrénaline, d'accord, au final peut-être, mais quand on s'entraîne, quand on se met un objectif, quand on essaie de le dépasser, quand on fait toutes ces choses-là, parfois quand on le ressent dans sa chair profondément, c'est qu'il y a un sens plus grand que cet objectif. Il y a des émotions qu'on découvre pas dans la vie normale. Vous dites, il y a de la douleur, il n'y a pas de plaisir, mais il y a du plaisir. Même dans cette douleur, il y a du plaisir. On n'est pas des majors, mais en même temps, il y a du plaisir parce que vous découvrez un soi. Mais vous êtes aussi ambassadeur de la lutte contre le cancer. Oui, je suis ambassadeur. Est-ce que ça, c'est pas justement aussi une mission ça fait partie de ma vie parce que mon père, il est mort à cause du cancer et j'ai fait 30 marathons en 30 jours dans 30 villes marocaines pour la lutte contre le cancer, pour donner l'envie aux gens de vivre et que le cancer, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas la fin de vie. Il y a des gens qui ont dépassé le cancer, il y a beaucoup d'exemples. Et la barrière de 1266 km, vous voyez ça, c'est impossible, mais je l'ai fait grâce à un entraînement, grâce au coaching, grâce à un petit peu de leadership et grâce au management de ce que je sais faire. C'est-à-dire ça, on peut le faire même dans les entreprises. Il y a des objectifs qui sont immenses, mais on prend un petit objectif, de l'objectif qui est immense de la montagne, et on commence. Vous, votre moteur, ça a été justement la lutte contre le cancer? Mon moteur, avant la lutte contre le cancer, c'est le bien-être, la passion. Je suis passionné par ce que je fais. Je suis passionné par la course à pied, passionné par le partage. Mais vous avez voulu lui donner un sens. Voilà, donner un sens à cette passion et donner une exemplarité, être un exemplaire pour des gens, d'autres qui me suivent et qui sont là pour ça. Et merci beaucoup d'être avec nous. Alors, Amal Hihi, justement, l'auto-coaching, est-ce que ça part d'une méthodologie? Est-ce que c'est structuré? Alors, l'auto-coaching peut être structuré et c'est la raison pour laquelle j'ai été amenée effectivement à réfléchir à une méthodologie. Je suis partie du sens
encore une fois. Vous avez parlé de souffrance. Oui. Et moi, au fait, quand on met du sens, c'est comme si on met un aimant. C'est un aimant qui va nous tirer un petit peu vers le haut. Et c'est ça le sens. Le sens a aussi un lien avec on peut parler de mission de vie, quelque part. Donc, au fait, quand on en arrive à donner du sens à nos actions, ça nous pousse justement à dépasser cette souffrance. Elle est là, mais on ne la sent pas. C'est une souffrance personnelle? Personnelle, ou vécue, ou professionnelle, ou autre. En tout cas, cette souffrance-là, on peut la transformer en opportunité, de possibilité d'évoluer, d'aller vers quelque chose qui nous prend par les tripes. Et le fait de donner ce sens-là, ce qui dépasse l'objectif. On ne parle plus d'objectif, on est quelque chose de plus grand. Ça nous donne cette possibilité d'aller encore plus loin. Donc, comment amener les gens à s'auto-coacher pour des personnes novices qui n'ont jamais plus ou moins entendu parler de coaching, mais qui n'ont pas forcément eu de formation, ni à qui on a donné des outils pour pouvoir être accompagnés? C'est ce qui m'a amené à réfléchir. Je me suis dit, OK, ça rejoint exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'on peut accompagner des personnes. Moi, en tant que coach professionnel, j'accompagne des personnes effectivement à atteindre des objectifs, mais après, c'est eux qui réalisent. Je ne suis pas garante du résultat. Les résultats, c'est eux-mêmes qui sont garants des résultats. Comment je peux faire pour dépasser ma peur, pour dépasser mes contraintes, pour me dépasser mes limites? Et c'est quelque chose qui se fait au quotidien, c'est tous les jours. Et c'est ce qui m'a amené à réfléchir à ça. Comment je peux amener, outiller, et c'est ce qui donne du sens aussi à mon métier, comment je peux outiller certaines personnes, une méthodologie pour pouvoir se prendre par la main et être dans l'action. Agir pour pouvoir réussir, agir pour pouvoir aller chercher ce qui me tient vraiment à cœur, agir pour pouvoir supporter la souffrance qui peut être multiple. Vous avez parlé de souffrance physique, ça peut être une souffrance mentale, ça peut être la souffrance est diverse, mais quand je lui donne un sens, ça me permet d'aller encore plus loin, de dépasser ces limites-là. On va parler de cette méthode dans un petit moment parce qu'elle est bien structurée. Mais avant, est-ce qu'on est tous capables de s'auto-coacher? Est-ce que c'est possible? On peut tous le faire? On peut tous le faire du moment où on a envie d'aller de l'avant. Si je ne me remets pas en question, si je me dis je suis bien là où je suis à l'instant T, j'ai pas de problème. Et ça peut arriver, bien sûr, on peut être très bien, tout va bien dans nos différents domaines de vie, je me sens équilibrée, je me sens épanouie, je n'ai pas à aller chercher plus loin. Mais dès que je sens que je ne suis pas alignée avec la personne que je suis, je sens que voilà, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, je pense que c'est le moment de faire ce que j'appelle moi un autodiagnostic, de faire une réunion avec soi-même et de dire qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui dans les différents domaines de vie. Parce qu'au fait, dans nos vies, le projet professionnel en tant que tel fait partie d'un ensemble de différents projets de vie. Le projet professionnel n'est qu'un seul domaine parmi tous les domaines de vie. C'est-à-dire qu'il s'inscrit aussi, il y a le domaine personnel, il y a le domaine familial, il y a le domaine social, il y a le domaine spirituel. Et d'ailleurs, je pense que c'est vraiment le contexte. On est en plein Ramadan et donc j'en profite aussi pour souhaiter Ramadan Mubarak Saïd à tous les téléspectateurs. Et le Ramadan est un très bel exemple, c'est une très belle métaphore pour parler de l'auto-coaching. Dans quel sens? Dans le sens où, du jour au lendemain, d'accord, on va changer complètement d'hygiène de vie. On va changer nos habitudes. Absolument. Et on se dit, il y a une souffrance, forcément. On sent la faim, on sent la soif, exactement. On sent ce genre de choses. Et pourtant, on résiste. Pourquoi on résiste? C'est une bonne question. On résiste parce qu'on donne du sens à ce jeûne. Parce qu'il y a une foi, une spiritualité qui est là et qui nous donne cette capacité de supporter cette souffrance et de la transformer en capacité à justement pouvoir résister et pouvoir aller jusqu'au bout de la journée et encore jusqu'au bout du mois de Ramadan. Donc c'est une très belle métaphore de l'auto-coaching. Personne ne te dit, ne vient t'accompagner à jeûner. Absolument. Ça sort de soi et... Ça vient de là et ça sort de soi. Et du jour au lendemain, on change complètement de modèle de vie. Et on commence à jeûner. Et ça change beaucoup de choses dans notre organisme, aussi dans les habitudes de consommation, à quelle heure on se réveille, à quelle heure on dort. Absolument. Et donc c'est ça ce qui est intéressant. Alors vous, Amel, vous avez développé une méthode d'auto-coaching. On va la nommer dans un petit moment. Elle a un très joli nom poétique. Mais justement, Tarek, si vous permettez, quand on s'auto-coach comme vous le faites au quotidien pratiquement pour des objectifs et pour un sens plus large, est-ce qu'il faut une méthodologie? Est-ce que vous avez votre méthode? Effectivement, il y a une méthode
sinon, vous ne pouvez pas être conscient de ce que vous faites. Et à la fois, vous vous entraînez, il y a le recul, vous regardez les résultats, vous regardez qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va mieux, qu'est-ce qui est meilleur pour moi, qu'est-ce que je fais pour préserver mes genoux, je cours beaucoup, je dois faire de la bicyclette, maintenant je suis en train de coacher les gens, hein. Tu cours beaucoup, fais de la bicyclette pour le renforcement, parce que les genoux, ils prennent de l'impact. Et tu cherches la méthode qui est adéquate, et nous sommes des individus, et dans le mot individu, il y a un. Chacun est unique. C'est-à-dire qui marche pour moi ne peut pas forcément marcher pour vous. Je peux te donner les grandes lignes, mais c'est à vous de découvrir, d'explorer votre vie interne, votre vie sportive pour avoir la meilleure méthode. Moi, j'ai trouvé la méthode qui me convient, c'est de manger beaucoup de fruits et légumes, des fruits secs. C'est très intéressant pour les minéraux, les acides. Justement, on en parle dans un petit moment avec le docteur Oui, Baha. c'est pour ça. Et j'ai trouvé cette méthode avec un entraînement adéquat, avec du cardio. Il y a une méthode qui est unique. Je peux la partager avec tout le monde. Tout le monde me dit maintenant, donne-moi la méthode avec laquelle tu t'entraînes. Mais si je te dis, moi, c'est 22 ans d'entraînement derrière moi, si je te la donne, je vais te bousiller les genoux, je vais bousiller ton corps, ton cœur en même temps. Il faut doucement, il faut commencer doucement et longuement et tranquillement. Hein. Et tranquillement et sereinement. Et sereinement. Doucement et sereinement. Ben justement, on va s'attaquer à votre méthode, Amel. Ça s'appelle la méthode solaire. Oui. Alors, vous avez dit que vous aviez réfléchi justement à une méthode à développer pour accompagner les personnes qui vous consultent, pour les outiller encore plus. Oui. Est-ce que forcément, c'est parti aussi d'une douleur, d'une manière ou d'une autre, pour vous, personnellement? Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense qu'au cours de nos vies, on passe forcément par des périodes difficiles, comme tout un chacun. Chacun a son histoire de vie, chacun a son chemin. Et je pense qu'on ne vient pas à ce métier par hasard. C'est un métier qui chemine en nous d'abord, à l'intérieur de nous, pour nous faire grandir à travers les épreuves qu'on a pu subir. Et moi, j'ai travaillé pendant 20 ans en entreprise avant de m'installer à mon propre compte. Et ce passage, au fait, s'est fait suite à une souffrance personnelle. Donc, effectivement, une maladie autour de moi, de personnes que j'aime beaucoup, et qui m'a poussée à aller chercher des outils pour m'aider au départ moi-même à dépasser cette situation un peu compliquée et à gérer ma douleur et ma souffrance. Et du coup, je suis tombée amoureuse, on peut le dire, de ce beau métier, parce que moi-même, ça m'a aidée à dépasser une période difficile. Et donc, du coup, je me suis dit, comment j'ai fait pour sortir de ça? Comment j'ai fait pour pouvoir sortir de cette épreuve encore plus grandie? Comment j'ai fait? J'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé sur un changement comportemental, sur un changement de perception, sur des nouvelles prises de risques, sur vraiment des choses que j'aurais jamais pensé auparavant. Ce n'est pas une recette. Non. Comme disait tout à l'heure, on ne peut pas donner des recettes aux gens. Non. Mais on va dire ce sont les grandes lignes d'un mieux-être au quotidien. Tout à fait. C'est-à-dire que j'ai réfléchi et je me suis dit, si on pouvait donner en tout cas juste des lignes directrices, parce que beaucoup de gens me disent, j'aimerais bien travailler sur moi, j'aimerais bien avancer, j'aimerais bien atteindre des objectifs, mais je ne sais pas par où commencer. Absolument. Avec quoi je commence? Qu'est-ce que je fais en premier? Qu'est-ce que je fais en deuxième? Est-ce qu'il faut forcément aller voir quelqu'un? Est-ce qu'il faut forcément avoir quelqu'un? Et quand je vois quelqu'un, après 2 mois, 3 mois, comment je fais pour rester dans une dynamique? Est-ce que je dois lire un livre? Est-ce qu'il y a un livre pour Exactement. ça? Absolument. Je m'abonne à quelque chose. Tout à fait. Je cherche des tuyaux, des tips pour s'améliorer rapidement. C'est ça. Et il n'y a pas d'amélioration rapide et ça prend du temps. Ça prend du temps. Si on prend l'exemple de la Joconde, fameux tableau, ça fait 16 ans qu'il est en train de peindre. 16 ans pour faire une seule toile. Oui. Pour la toile qui est la Joconde, qui est reconnue. Mais 16 ans de travail. Oui. C'est pas du jour au lendemain, il a voulu peindre et aller, qu'on commence le matin avec le petit café, à midi, ça y est, c'est fini. Vous ne sortez rien de meilleur. Absolument. Oui. Ça prend du temps, c'est un travail sur soi et c'est pénible. Mais on peut, vous en fait, quand je dis non, vous en tant que spécialiste, chacun dans votre domaine, vous pouvez donner les grandes lignes justement. Et à travers la méthode solaire, c'est un acronyme, mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Au fait, je dirais qu'il s'est presque imposé à moi-même. Vraiment. Et je le dis vraiment en toute transparence. Quand j'ai commencé à réfléchir, encore une fois, à la passion, je pense que quand on est animé par quelque chose, l'envie de voir d'autres personnes réussir,
l'envie de voir d'autres personnes rayonner, parce qu'on a tous un potentiel énorme. Et l'unicité, je retiens bien ce mot, on est tous uniques, mais on a tous un potentiel énorme. Et moi, je crois en l'humanité. Qu'on ne connaît pas. On a un connaît pas. potentiel qu'on n'a pas travaillé et qu'on ne connaît pas. Exactement. Et donc, je me suis dit, bon, moi, ça donne du sens à ma vie, de pouvoir outiller des personnes, en tout cas partager ce que j'ai pu vivre et qui m'a aidé à dépasser certaines problématiques dans ma vie. Je peux donner ça à d'autres personnes. Et le mot solaire s'est imposé à moi. Comment? Parce que je me suis dit, si je dois aider des personnes à avoir un outil qui, enfin, c'est vraiment, encore une fois, c'est pas une recette, c'est juste une démarche, je dirais, un processus. Il faut que ça soit simple, il faut que ça soit facile à retenir, et il faut que ça donne envie. Absolument. Et donc, je me suis dit, bon, allez, les étapes. Je commençais à mettre des étapes et je me suis rendu compte que j'étais en train d'écrire solaire. Et solaire, chaque lettre, c'est un acronyme où chaque lettre est une étape de la démarche qui reste circulaire. Pourquoi elle est circulaire? Parce que tout simplement, dans notre vie, on n'a jamais arrêté de travailler sur nous. C'est un travail continu de tous les temps. Absolument. Et que quand on a terminé... Il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas penser être arrivé, justement. Justement, c'est vraiment un cheminement du début jusqu'à la fin. Et je pense que tout un chacun autour de nous a vu qu'il a pu évoluer durant sa vie sur le plan comportemental, émotionnel, réactionnel, relationnel. Et ça, quand on se dit, ça y est, j'ai plus rien à travailler... C'est pas possible. C'est pas possible, parce que tout autour de nous est changement. Alors, on va développer, si vous le permettez, cette méthode solaire gratuitement pour nos téléspectateurs, en fait, puisque vous êtes là. Mais juste avant, Tarek, vous disiez, on a beaucoup de potentiel qu'on ne connaît pas. Pourquoi, selon vous? Qu'est-ce qui fait qu'on ne soit pas conscient de toutes nos capacités? Tout simplement, je vais répondre, parce qu'on a peur de l'échec. On ne veut pas essayer d'autres choses parce qu'on a peur de l'échec. C'est-à-dire, moi, je vais raconter une petite histoire. Un ami à moi, je ne vais pas le nommer, un directeur dans un hôpital, un jour, il m'a dit, écoute, Tarek, je veux organiser une course. Je lui ai dit, oui, c'est bien, c'est une bonne idée. Est-ce que tu as un budget? Il m'a dit, non, je n'ai pas de budget. Il m'a dit, le deuxième défi, c'est quoi? Il m'a dit, c'est dans 2 semaines. Ok, course pour les mallettes? Une course de 10 km. D'accord. Eh bien, je lui ai dit, c'est presque impossible, hein. Il faut des partenaires, il m'a dit, écoute, tu es un marathonien, tu aimes les challenges, c'est un challenge pour toi. Et je l'ai pris comme ça. Je lui ai dit, je vais essayer. Et j'ai commencé à appeler, j'ai cherché. On a fait la course. C'était la course pour le don d'organes. Immédiatement, il nous a accompagnés. Il a mis un reportage, c'était dans les news. On a fait la course. Je m'attendais à 80 personnes. C'était 150 personnes. J'ai appris à comment diriger une course, à comment animer une course, comment être un directeur. Ça, c'est pour l'histoire. Mais ça fait à peu près maintenant 7 mois. J'ai rencontré une femme. Elle est venue vers moi dans une course. Tarek Al-Mdiah, oui, c'est moi-même. Il m'a dit, écoute, tu as organisé chez nous, à l'hôpital CH une course de don d'organes. Je lui ai dit oui. Il m'a dit, c'était excellent. Mais il m'a dit, je dois te raconter une histoire. Une semaine après, il y a une femme qui est morte. Il a accouché de jumeaux, il est morte. Ils sont partis vers son mari et ses parents. Ils ont dit, voilà, on veut ses organes. Ils ont dit oui. On a vu à la télé, il y avait une course de don d'organes. Et ça a sensibilisé au don d'organes. Sensibilisé. Ouais. C'est-à-dire, n'ayez pas peur de faire des pas. Moi, j'ai fait le pas. Ce n'est pas par chevènement de ma personne. C'est l'autre qui m'a coaché, à me pousser à faire le pas. Et pas par peur d'échec, j'ai dit voilà, je fonce. Et maintenant, il y a dans mon palmarès, j'ai organisé une course, alhamdoulilah. Qui a contribué à la sensibilisation au don d'organes. Et il y a une femme qui a donné ses organes. La famille a accepté. A accepté parce qu'ils ont vu à la télé qu'il y a quelque chose. On commence, on a peur de l'échec, mais vous commencez. Vous avez une obligation d'action et non pas de résultat. Les gens, ils veulent des résultats rapidement. Mais faites l'action. L'action, c'est la première chose, c'est la première brique pour bâtir. Il faut faire des actions. Il ne faut pas chercher le résultat rapidement. Il y a beaucoup de gens dans l'administration, des femmes, des hommes. Moi, je veux perdre. Moi, je veux atteindre mes objectifs. Mais qu'est-ce que tu fais comme action? Est-ce que tu es autodiscipliné? Est-ce que tu es régulier dans l'effort? Et ce n'est pas que l'effort physique, même l'effort mental. Parce que pour réussir, moi, je parle de sport. Pour réussir, il y a les 3 choses. Il y a l'assiette, les baskets et la tête. L'assiette, ce que vous mangez, les baskets, qu'est-ce que la qualité, et la tête, qu'est-ce qu'il y a de comme humeur? Si tu as
un software qui est défaillant, vous êtes défaillant, même avec des bons baskets et des bons assiettes. Il faut avoir les trois pour réussir. Même dans l'entreprise, il faut avoir les trois. Il faut avoir un équilibre pour performer, pour atteindre les objectifs. Même à la maison, hein. Même à la maison. Même oui. à la maison, enfin en famille, au travail, partout. Il faut c'est à être chaque fois un motivé. équilibre entre les différentes zones de vie. C'est toujours ça, et aussi c'est beaucoup de mindset, c'est-à-dire qu'on le voit, quand on est positif, quand on a un bon état d'esprit. Un bon état d'esprit, quand on va aller appréhender quelque chose, même si ça nous paraît un peu difficile, mais on se dit voilà, je peux y arriver, j'ai la capacité d'y arriver, allez, j'y vais, je prends ce risque-là. Forcément, on va avoir du résultat positif, même si ça n'aboutit pas, ça reste une expérience. Mais faites l'action, faites l'action. N'ayez pas peur de l'échec. Les gens, ils ont peur des échecs. Vous avez eu peur de l'échec quand même, Tariq, hein, et pourtant vous courez depuis 20 ans. Parce que ça fait à peine 7 mois, cette histoire. Oui, j'avais peur de l'échec. Et chaque jour quand je prends mon sac et je vais à la salle, je dis, qu'est-ce que tu vas faire, Tariq? Je dis, je vais commencer, même avec la fatigue, même si je n'ai pas bien dormi. Et je m'entraîne matinalement. Je coach une équipe à 6 h du matin. Et je vais à la salle à 7 h 15. Vous partagez beaucoup sur les réseaux sociaux. Et le partage, c'est venu comme ça. Parce que beaucoup de gens me demandent, s'il te plaît, faites-nous des capsules par rapport au sport pour atteindre les objectifs. Et j'ai dit, au lieu de faire ça, je vais intégrer les gens dans la communauté. Ma communauté, je vais l'intégrer dans mon Facebook pour qu'ils voient un petit peu qu'est-ce que je fais. Et je suis là disponible pour eux. Eh bien, merci beaucoup. On continue la discussion, mais juste après une courte pause. Amal Hihi, merci. Tariq El-Mleh également. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Restez avec nous sur Média TV. Allez, on peut vous assurer que pendant la pause, nous, on a continué de l'auto-coaching et Tariq, justement, a continué avec ses conseils pour brûler un maximum de graisse et être performant. Oui, c'est vrai. Hein. Beaucoup de Marocains maintenant souffrent de l'obésité et on voit l'ancienne femme de Barack Obama, Let's Move, il a fait un programme pour les États-Unis. Pas l'ancienne femme, c'est sa femme, mais l'ancien président. C'est ça. C'est toujours sa femme. C'est toujours sa femme. Let's Move, parce que les gens ils souffrent de l'obésité. C'est la maladie du siècle, l'obésité et la sédentarité. Merci beaucoup en tout cas d'être là. Amal Hihi, vous êtes coach professionnel certifié international et Tariq El-Mleh, ultra-marathonien, c'est-à-dire que vous avez dépassé les 42 km. Vous nous avez expliqué ce que c'est. Absolument. Et vous êtes coach sportif, vous êtes classé parmi le top 30 mondial. Ouais. Merci beaucoup d'être avec nous. Le point aujourd'hui avec vous deux sur l'auto-coaching, comment s'améliorer au quotidien, comment être outillé pour dépasser en fait toutes ces problématiques et rester aligné avec soi-même. Et puis à la fin de l'émission, c'est bien sûr l'interview santé aujourd'hui au cœur de l'actualité. Les fruits secs, c'est vraiment, ça expose pendant le mois de Ramadan sur nos tables. Qu'en pense exactement le docteur Baha Rabea? Eh bien, restez avec nous pour les détails sur Média TV dans On se dit tout. Allez, Amal, vous avez développé donc une méthode qui porte un très joli nom. Ça s'appelle la méthode solaire et c'est une méthode structurée. C'est pas une recette. C'est, on va dire, une ligne directrice pour accompagner les gens à se sentir mieux. Alors, on va sur l'acronyme. Oui, on y va. S pour... Alors, S, il y a toujours un point de départ. À l'instant T, où on peut commencer à se poser des questions sur nos différents domaines de vie, c'est situation initiale. Absolument. Donc, c'est le point de départ où je vais faire un diagnostic sur les différents domaines de vie qui font de moi la personne que je suis, qui amène l'équilibre dans ma vie. Et de voir un petit peu les curseurs, où est-ce que j'en suis. Si ça me satisfait, c'est parfait. Si ça ne me satisfait pas, c'est que j'ai besoin de travailler un de ces domaines de vie. Ce qui est intéressant dans cette méthode solaire, c'est qu'elle peut s'appliquer aussi bien dans le monde professionnel. Et j'ai animé énormément de séminaires et de conférences dans le monde professionnel avec cette méthode-là. Parce qu'effectivement, on peut aussi partir de notre situation au sein de l'entreprise. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui par rapport à mes missions, par rapport à mes fonctions, etc. Donc, on peut aussi bien l'appliquer dans le monde professionnel que dans le monde personnel. Juste une petite nuance. Quand vous dites, on entend souvent parler d'équilibre entre les différents domaines de vie. Oui. Est-ce qu'il peut y avoir un équilibre parfait ou c'est un leurre et c'est justement ce qui crée beaucoup de frustration chez les gens? Et au contraire, se dire que forcément, mais avec une prise de conscience totale et absolue et en assumant les choses comme on dit, en se disant très bien, peut-être que je consacre trop de temps à mon travail aux dépens d'un autre domaine de vie, mais j'en suis conscient et il le faut pour le moment et je dois presque le faire sereinement, c'est mieux qu'essayer de trouver un équilibre
qui ne pourra jamais être parfait. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire l'équilibre parfait n'existe pas. On ne peut pas être à 10 sur 10 sur les 6 domaines de vie qui sont au nombre de 6, ce n'est pas possible. L'idée, c'est de dire quoi? L'idée, c'est vraiment de faire prendre conscience à la personne, et c'est quelque chose qu'elle peut se faire elle-même, et c'est pour ça que je parlais d'auto-coaching. Donc, je peux dire, je donne un exemple, voilà, domaine professionnel, personnel, familial, spirituel, social. C'est simple. Donc, où est-ce que j'en suis? Allez, professionnel, je suis à 6 sur 10, et familial, je suis à 2 sur 10, par exemple. En termes d'autosatisfaction, parce qu'il n'y a personne d'autre que la personne elle-même qui peut être capable de savoir si elle est satisfaite d'un domaine ou pas. On est d'accord? Absolument. Il n'y a que la personne elle-même. Et donc, à partir de là, de dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire par rapport à ces curseurs qui ne sont pas forcément placés au bon endroit? Si ça me convient, si par rapport, justement, on parlait du sens, si par rapport au sens que je suis en train de chercher ou ce qui est important pour moi, je dois accepter qu'au niveau, par exemple, familial, je sois à 2 et je garde ça comme ça. Je ne mets pas d'action. Si je me rends compte que finalement, si je ne suis pas alignée, si je ne suis pas bien, c'est que la valeur familiale est une valeur importante pour moi, qui a une importance capitale dans ma vie, mais voilà, je ne fais pas beaucoup d'actions dans ce sens. Mais elle peut avoir de la valeur très importante dans ma vie sans que je puisse pour autant changer les choses, et donc je fais avec. Je fais avec, mais je peux aussi mettre des actions. C'est-à-dire, je peux mettre en place des actions concrètes qui ne vont pas faire passer de 2 à 10, mais qui vont peut-être me faire passer de 2 à 4. C'est-à-dire, c'est important de dire finalement, c'est important pour moi. Et si je n'en fais pas attention, si je ne m'occupe pas de ce domaine-là, quelque part, je suis dans un déni de moi-même. D'accord, ok. C'est ça l'idée. Voilà. C'est de dire, qu'est-ce que je peux faire? On va y arriver par la suite. Donc, la première étape, c'est d'abord faire un audit, un diagnostic de ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie. Et d'en prendre conscience, c'est tout. C'est ça la première étape. De vraiment de le visualiser, parce que parfois on le sait plus ou moins, mais quand on l'écrit, quand on met des chiffres... Quand on prend du temps, du recul. Quand on met des chiffres, quand on se voit, ah oui, et souvent les gens te disent, ah oui, mais c'est vrai, ça c'est important pour moi, et pourtant je fais rien, je fais pas d'action. Et c'est là où on commence à créer des prises de conscience. Alors il reste plusieurs autres points. Et si on va y aller rapidement. Absolument. Alors, situation initiale. Après, suite à cette situation initiale, on va définir un objectif, c'est-à-dire, en fonction de ce que je viens de diagnostiquer, qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre. Un objectif, je dirais presque une finalité par rapport à cette situation initiale. D'accord. Cet objectif lui-même va être divisé en petits sous-objectifs. Et c'est là où je rejoins Tarek par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure. Il va falloir que je le fractionne en tout petits pas pour aller de l'avant. Donc, situation initiale, objectif. Puis par la suite, leadership. Je prends ma vie, je prends le lead de ma vie, quelque part. C'est-à-dire que je ne subis plus les contraintes et les difficultés, mais bien au contraire, qu'est-ce que je fais pour les dépasser? On a tous la capacité d'être son propre leader? Oui. C'est possible? C'est possible. C'est tout à fait possible de prendre le lead de sa vie. On n'a pas besoin d'avoir Bac plus 14, ni on n'a pas besoin d'être PDG pour être leader. Mais c'est un petit peu difficile parce que le leadership, c'est l'exemplarité, c'est la rigueur, c'est l'autodiscipline, et ça manque beaucoup à beaucoup de gens. C'est ça. Ça nous manque beaucoup, absolument. Ouais. C'est difficile. Ben oui, quand vous m'avez dit qu'il faut courir plus que 45 minutes, pourtant là je cours 35 et les 10 minutes me paraissent insurmontables. Ouais. Les 10 minutes à rajouter me paraissent insurmontables aujourd'hui. Et le leadership, c'est en termes d'exemplarité, l'autodiscipline, la rigueur et des actions chaque jour et une remise en question que les gens... Et ça réveille les consciences, ça réveille les gens de l'intérieur. Et c'est difficile un petit peu. C'est comme une miroir interne. Tu vois tes faiblesses, tu vois tes points forts, tu es plus assertif. Tes points forts, tes points faibles. Et toi, tu ne veux pas voir cette image-là. Tu dors sur ton ego. Mais c'est ça qui fait la différence entre les personnes qui vont de l'avant et celles qui restent... Voilà, vous êtes en train de dire aux gens ce qu'il faut faire. C'est ça. En fait, et ce qui les freine aussi. Voilà. Tout à fait. Une fois que j'ai déterminé mon objectif, que je sais que c'est quelque chose qui me tient à cœur, qu'est-ce qui me manque aujourd'hui dans mon comportement? C'est ça le leadership, cette question que je vais me poser moi-même. Qu'est-ce qui me manque aujourd'hui pour pouvoir justement atteindre cet objectif? Qu'est-ce qui dépend que de moi? De moi, absolument. Dans ma manière de faire, dans mon comportement pour pouvoir y arriver. On ne va pas rentrer dans les détails, mais dans chaque étape, il y a des outils que je partage avec les personnes qui vont les aider, des questionnements, des méthodes que moi j'ai pu apprendre tout au long de mes formations, que je partage avec eux. Et puis par la suite, une fois qu'on a fait ça, on passe au plan d'action.
Devant chaque sous-objectif, je vais mettre derrière des petites actions. Donc, objectif, un grand objectif, une finalité, divisé en sous-objectifs qui eux-mêmes sont divisés en sous-actions. Absolument, parce que c'est ça en fait qui fait peur. C'est quand on part d'un point et on nous dit qu'il faut aller à un autre point, comme vient de le faire Tarek. On a peur en fait, mais ce qu'il faut, c'est penser graduellement comment y arriver. Exactement. Et c'est ça en fait qui fait... C'est ça qui aide à avancer. C'est ça. Au fait, cette méthode permet de tracer une feuille de route. Absolument. C'est-à-dire, même la trace, elle est vraiment tracée. C'est sur une feuille, je mets situation initiale, l'objectif, sous-objectif, et sous chaque sous-objectif, les sous-actions, l'action concrète que je vais mettre en place pour pouvoir y arriver. Alors, on a fait S-O... L-A. Super. Donc A, c'est action, I, c'est innover. Absolument. Alors, quand je mets en place un plan d'action, et je pense que ça, tu le sais, Tarek, et on le sait très bien, je peux imaginer des actions concrètes, mais quand je pars sur le terrain, quand je suis opérationnellement en train de faire, ça ne se passe pas toujours comme je l'ai pensé. Il y a d'autres contraintes qui arrivent, il y a des perturbations. Il y a en plus, innover, c'est très intéressant le mot innover, parce que si on fait la même méthodologie pour avoir les mêmes résultats et ça n'aboutit pas, et si on continue à la même chose, c'est de l'acharnement, ce n'est pas de la persévérance. La persévérance, c'est essayer d'autres méthodes pour réussir. D'accord. C'est comme l'histoire de l'abeille et du guêpe. L'abeille, il trouve une fenêtre, il y a du verre, il veut traverser, il ne traverse pas. Il s'acharne pour traverser, il mord. Le guêpe, non. Pomme, il se pique, il cherche une autre issue, il sort. Il est le plus intelligent. Alors, donc l'innovation, c'est ça. Absolument. C'est comment je fais, j'ai ma feuille de route, j'ai mes actions concrètes. Et si voilà, je vois que l'action que j'avais prévue ne fonctionne pas, je dis, non, c'est trop compliqué, je laisse tomber. Bien au contraire, c'est comment je peux faire autrement, essayer d'autres démarches, demander, bref, autour de moi, think out of the box pour pouvoir y arriver. Puis par la suite, ce résultat. Très, très, très important. Moi, je trouve que cette étape est capitale. Dans quel sens? Elle est capitale, je rejoins un peu, je reprends ton exemple, Yasmine, si tu permets. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est très important de valoriser les résultats qu'on est en train d'atteindre, même s'ils sont minimes. Absolument. Parce que c'est ce qui va me permettre d'aller encore plus loin. Le fait de dire, par exemple, je dois courir 45 km, mais voilà, je n'ai pas encore... 45 minutes. 45 minutes, pardon. 45 minutes. C'est un bon lapsus pour mon avenir, en fait. Et voilà, moi, si je prends mon exemple, je vais courir 10 minutes, parce que vraiment... Et donc, du coup, je ne vais pas dire, non, franchement, je ne vais pas y arriver, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Mais non, j'ai fait 10 minutes, et il faut les valoriser, il faut m'auto-motiver, il faut m'auto-féliciter pour le peu que j'ai fait. Absolument. Parce que ça fait grandir mon estime de moi-même, ça fait grandir ma confiance en moi et ça me permet d'aller encore plus loin. Et pour chacun de nous, tout le monde, même les grands sportifs, ils ont commencé par 10 minutes, par 35 minutes. 35 minutes, c'est beaucoup, Tarek. Tout le monde a commencé par là. 35 minutes, c'est bien. Tout le monde a commencé par là. Tout le monde a commencé par, voilà. Donc, il y a toujours un pour chaque chose, il y a un début. Hein. Il faut commencer avec 10 minutes, 15 minutes, 20 et après... Mais 35 minutes, et même 10 minutes, on en retire beaucoup d'autres bienfaits. C'est-à-dire, on stimule ces hormones. C'est un résultat. C'est un résultat. On stimule les hormones du bien-être. Oui, la sérotonine. Voilà, absolument. On s'aère les poumons, on fait le vide dans la tête. Et c'est une soupape du quotidien, parce que le quotidien, absolument. Ça pèse lourd sur les gens, le travail, le stress, les KPI et les objectifs. Et quand tu es dans le sport, tu es dans ta bulle, tu es concentré sur toi-même. Avec toi-même. Avec toi-même. Donc c'est un résultat. Ce que tu viens de dire. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je vois les résultats. Je les vois. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses et disent j'ai rien fait. Absolument. Et quand tu leur dis, voilà, dites-moi ce que tu as fait. Le mot de la fin avec le E. Le E, c'est extension. C'est-à-dire, une fois que j'atteins mes résultats, j'ai réussi à atteindre mon premier objectif de l'objectif final. Comment je fais pour modéliser ma réussite? Comment je fais pour reprendre. Capitaliser sur mes best practices pour pouvoir chercher un deuxième objectif? Eh bien, merci beaucoup tous les deux pour votre dynamisme aujourd'hui, pour votre bonne humeur, pour votre rayonnement solaire à tous les deux. Amal Hihi, coach professionnel certifié international, et Tarek El-Melih, ultramarathonien et coach sportif. Moi, je reste avec vous sur le plateau d'On se dit tout. Pourquoi? Parce qu'on va parler de fruits secs. Restez avec nous pour les détails. À tout de suite. Allez, on enchaîne cette fois-ci avec vous, docteur Baha Rabea. Vous êtes médecin nutritionniste. Merci beaucoup de nous faire l'honneur d'être avec nous aujourd'hui sur le plateau et le point avec vous
sur les dattes, les figues, les raisins secs, les fruits secs. Enfin voilà, la consommation de ces aliments explose pendant le mois de Ramadan. On fait le point avec vous justement. Pour commencer, est-ce qu'il y a un réel nutritionnel à toutes ces petites choses ou bien c'est plutôt, on va dire, des habitudes sur nos tables? Alors moi, je vous dirais que c'est les deux. Il y a un réel bienfait, mais aussi c'est des habitudes. Et je vais commencer d'abord par vous parler un peu du réel bienfait de ces aliments. C'est que durant la journée où on jeûne, on ne mange pas, on a vraiment besoin d'un allié énergétique. Et c'est vrai que le sucre est le meilleur allié durant cette journée. Et donc, bien sûr, il faut choisir les sucres. Quel sucre consommer? Le bon sucre. Le bon sucre, exactement. Et c'est vrai que les dattes contient un bon sucre. Oui. En plus des autres sucres, bien sûr, qu'on va trouver dans les céréales. C'est pas un sucre rapide? On ne parle plus de sucre rapide, de sucre lent, mais on parle beaucoup plus de sucre composé et sucre, c'est-à-dire à index, on parle beaucoup plus d'index glycémique. Élevé. C'est-à-dire c'est le pouvoir sucrant de l'aliment. D'accord. Bon, alors, c'est vrai que le sucre des dattes a un index glycémique qui reste quand même un peu élevé, c'est bénéfique, c'est bon, mais c'est très riche en fibres, c'est ce qui va faire que ça va un peu réduire cette augmentation de sucre, exactement. On reste sur les dattes, si vous le permettez. On reste sur les dattes, exactement. Pour les dattes, justement, certains spécialistes disent que ça apporte aussi du cholestérol. Est-ce que vous confirmez, docteur Baha Rabia? Non, je ne dirais pas que ça apporte du cholestérol. C'est-à-dire pour une personne qui est en bonne santé, le réel problème des dattes, c'est beaucoup plus c'est le sucre. C'est pas le cholestérol, c'est le sucre qui est quand même, mais essentiellement chez les personnes qui doivent réduire leur apport en sucre. Par exemple, les personnes diabétiques, celles-ci, elles doivent faire attention à la consommation de dattes. Par contre, on sait que les dattes, elles sont bonnes ils sont très riches en antioxydants, donc c'est très bon pour prévenir tout ce qui est altération des vaisseaux. C'est bon parce que ça contient du magnésium et ça peut aider à la prévention contre l'hypertension artérielle. C'est-à-dire que les dattes, elles ont un bienfait, ça c'est clair. Sauf qu'il ne faut jamais confondre entre bienfait et l'excès de consommation. Et c'est sur ça que je voudrais attirer l'attention. Quand on dit que c'est bien pour la santé, ça ne veut pas dire qu'il faut consommer et exagérer à volonté. Voilà, il faut quand même réduire. Il faut que l'apport énergétique, la seule source de sucre dans la journée. Exactement. Voilà. C'est-à-dire, il faut la considérer comme apport en sucre et la déduire de l'apport journalier de sucre. Absolument. Je conseillerais bien sûr à une personne qui ne peut pas prendre un jus sans sucre de sucrer son jus avec une date. Ça peut être bénéfique. Par contre, d'en consommer 5, 6, 7, comme ce qui se passe sur notre table du ftour de Ramadan, c'est vrai que ce n'est pas excellent, ce n'est pas bon pour la santé. Donc en fait, l'idéal pour vous en matière de date, c'est quoi? C'est 1, 2? Alors pour les diabétiques, on ne dépasse pas une date. D'accord. Et là, même quand je dis une date, je ne peux pas donner une quantité parce que ça dépend aussi des dates. Il y a des dates qui sont fraîches, très riches en eau, où la composition en sucre est moindre. Et il y a des dates qui sont très concentrées, très sèches, c'est-à-dire séchées, qui sont très riches en sucre. Donc plus elles sont séchées et plus il y a de concentration en sucre, bien sûr, parce qu'il y a moins d'eau, donc plus de concentration en sucre. Donc il faut bien sûr choisir les meilleures, c'est les fraîches, parce qu'elles sont très riches en eau et c'est très bien, mais on peut aussi consommer les séchées qui restent excellentes pour la santé, tout en restant dans la modération. Dans la modération. Pour l'histoire du cholestérol, par exemple, les personnes qui souffrent de cholestérol, est-ce que les dates sont à bannir? Non, du tout. Non. Les dates ne sont pas à bannir chez aucun. C'est juste réduire la consommation. Mais elles ne sont pas à bannir complètement. Alors, vous avez dit que les dates sont source de sucre important, sauf que sur la table du ftour, de la rupture du jeûne, eh bien, il n'y a pas que des dates. Il y a aussi des figues sèches. Exactement. Il y a aussi des raisins secs. Oui. Alors, l'un plus l'autre, ça fait une bonne addition en sucre.
Comment on fait en fait? Et puis avec aussi le reste, comme on dit, sans parler de shbakia, de bréouat, etc. Et bon, c'est vrai qu'il y a un excès de consommation de sucre durant le mois de Ramadan où il faut vraiment faire très attention. Alors, il faut choisir chaque jour, je consomme un aliment. Et ça fait une diversité. Et là, je profite des bienfaits de tous les aliments. J'ai oublié de mentionner aussi que ce soit les dattes ou les figues séchées sont très bons comme laxatifs. Oui. Et on sait très bien que durant le mois de Ramadan, puisqu'on réduit la consommation d'eau, de fibres et d'eau, ce qui fait qu'on peut souffrir de constipation. Et là, ça peut être un bon allié pour l'intestin. Et pour cela, il faut bien sûr diversifier. Et chaque jour, un jour je prends les figues, un jour je prends les raisins secs, un jour je prends les dattes, et je diversifie la consommation. Et toujours le bienfait, c'est toujours dans la diversité. Voilà, plus on diversifie, plus on profite des bienfaits de tous les aliments. Alors, on va sur les autres fruits secs. On va aussi sur les amandes. On en consomme beaucoup. Amandes, noix, pendant le mois de Ramadan. Est-ce que c'est bon pour la santé ou là encore, c'est bon pour la santé, mais attention, sonnette d'alarme parce qu'on en consomme un peu trop et peut-être de manière assez anarchique. Exactement, vous avez tout à fait répondu à la question. Mais j'attends les explications. Oui, non, je vais expliquer exactement. Oui. Alors, les amandes, les noix, les noisettes sont très riches, bien sûr, déjà en micronutriments. Ils sont très riches, ils sont riches en fer, ils sont riches et surtout qu'ils apportent le gras insaturé qui est bon pour la santé et qui est protecteur des vaisseaux là aussi. Mais nature, bien sûr. Bien sûr. Là, on parle de fruits secs nature. Nature, exactement. Donc, c'est excellent, mais il faut faire attention quand on est diabétique. On doit réduire la consommation de lipides parce qu'actuellement, on parle chez le diabétique d'un régime normoglucidique, mais hypolipidique, c'est-à-dire normoglucidique, l'apport en glucides doit être normal par rapport à l'apport, le besoin, pas par rapport à ce que nous avons l'habitude de consommer. Mais il faut faire attention aux lipides. Parce que quelqu'un qui est diabétique, il a des risques au niveau des vaisseaux. C'est des risques cardiovasculaires importants. Et donc, l'excès d'apport en lipides peut être aussi pas très bon pour la santé. Plus l'apport énergétique qui est très important, ça va exposer à l'obésité. Donc, ah bon, il y a des risques, l'apport énergétique est important ? Bien sûr, toujours quand on a un apport, l'excès d'apport énergétique donne automatiquement l'obésité parce que cette énergie, où est-ce qu'elle va être emmagasinée? Si je ne fais pas de sport, si je ne perds pas cet excès, automatiquement, ça sera emmagasiné. Et si c'est emmagasiné sous forme de gras. Les amandes, les noix, tout ça, c'est bon pour la santé, ça ne peut faire que du bien. En tout cas, ça ne peut apporter que de bonnes choses. Mais là, vous nous dites, oui, c'est vrai, ça apporte de bonnes choses. À quantité raisonnable. D'accord. Quantité raisonnable pour le nutritionniste, pour la nutritionniste que vous êtes, ça veut dire quoi? Alors, par exemple, pour les noix, il ne faut pas qu'on dépasse 5 noix. Par jour? Par jour. Par exemple, pour les noisettes, pour les amandes, bon, ça dépend bien sûr là aussi de la forme, de la taille, mais il ne faut pas, quand on parle de petites poignées, c'est dans les environs de 10 à 12 amandes. D'accord. Donc, c'est des petites quantités raisonnables qui sont bénéfiques pour la santé. Mais l'excès, c'est toujours mauvais et ça, je n'arrêterai pas. Vous me connaissez maintenant, si je le dis toujours. L'excès, il n'y a pas d'aliment miracle, il n'y a pas d'aliment mauvais, mais c'est la quantité qui fait qu'il est miraculeux ou poison. Alors, vous l'avez dit, environ une dizaine d'amandes, environ 5 noix, environ 2 dattes par jour, enfin pas par jour, à alterner avec les figues ou encore avec les raisins secs, mais il faut insister peut-être sur la manière de les consommer, parce que les associations aussi sont importantes à connaître. Oui. Dans nos habitudes alimentaires et dans nos habitudes, on va dire, culturelles, on a souvent l'habitude de mélanger dattes et noix, ou dattes et amandes. Oui. Bon ou moins bon pour la santé, docteur? C'est pas mauvais. Je ne dirais pas que c'est mauvais, là aussi j'insisterai sur la quantité. C'est-à-dire si je prends 2 dattes, au lieu de prendre 5 noix, j'en prendrai 3.
C'est pas mauvais de mélanger, parce que, au contraire, ça peut être bénéfique parce que les dattes sont riches en fibres et donc ça peut améliorer l'absorption. Donc, non, le mélange, pour moi, ne pose pas de problème, beaucoup plus que la quantité. Et si je dis qu'il faut mélanger, il faut, au lieu de mélanger, plutôt consommer chaque jour quelque chose, plutôt que de mélanger pour toujours dans le... Et par exemple, si je prends au ftour des dates, ben, je prendrai les noix pour sahur, ça peut être bon. Au contraire, je vais profiter encore mieux des bienfaits. Absolument. Alors, c'est passé rapidement, mais je pense que c'est une information sur laquelle il faudrait peut-être insister, surtout si c'est donné par la spécialiste que vous êtes, à savoir la manière dont la nature de ces aliments, comment les consommer. On a dit qu'il faut les manger nature et non pas torréfiés. Pourquoi c'est important? Alors, pour les amandes, par exemple, pour les fruits secs de façon générale, pour les cacahuètes aussi. Oui. Pourquoi il faudrait les manger nature et non pas torréfiés et salés? D'abord, salé, c'est clair, parce qu'il faut réduire le sel. On sait qu'actuellement, l'OMS a tiré la sonnette d'alarme. Elle a dit que le Marocain consomme énormément de sel et c'est ce qui expose aux problèmes d'hypertension artérielle et de maladies cardiovasculaires. Okay. Donc, salé, non, du tout. Alors, zéro. Maintenant, pour torréfier, parce que quand on élève la température, ça selon des études, ça pourrait augmenter le risque cancérigène des produits, du produit. D'abord, d'une part. On détruit, en fait, on ne détruit pas les vitamines. D'abord, les vitamines qui sont dedans, il y a des vitamines qui sont thermosensibles qui vont disparaître. Mais aussi, il y a un autre danger, c'est que, par exemple, ça augmenterait l'allergie à certaines, par exemple, pour les cacahuètes. Le fait d'augmenter la température, il paraît que dans certaines études que ça augmente le risque d'allergie chez les personnes qui sont déjà prédisposées. Donc, consommer cru, c'est l'idéal. Maintenant, les griller un tout petit peu ou les laisser, comme par exemple, moi j'ai vu au sud qu'ils les laissaient au soleil et ça donne un aspect croustillant parce qu'au fait, c'est ça que les gens aiment. C'est surtout cet aspect croustillant qu'ils aiment, donc ça peut être bien. Mais je conseillerais les gens de consommer ces aliments nature, sachant qu'il n'y a pas vraiment de certitude que le fait de les griller pourrait donner des méfaits. Ok, eh bien en tout cas, nature et diversifier, ça c'est vraiment les deux messages à garder pour nos téléspectateurs. Merci beaucoup, Dr Baha Rabea. Merci pour toutes ces explications. Très bonne suite à vous pour la journée. Très bonne suite des programmes pour nos téléspectateurs. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très très vite sur Médien TV et sur les ondes de la radio du Grand Maghreb. Au revoir.